Bonjour à tous, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire dédié à la compréhension du phénomène mythos dans le domaine de la cybersécurité. Je vous propose qu'on patiente encore quelques minutes pour permettre à tout le monde de se connecter. Ok, super. Nous allons donc commencer. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à notre webinaire. Je vais juste vous envoyer un sondage que vous voyez maintenant affiché sur votre écran pour vous demander si vous nous entendez correctement et que vous voyez bien notre écran. Volontiers si vous arrivez à répondre. Ça a l'air pas mal. Je pense que dans son ensemble, c'est positif. Parfait. Alors, on va donc démarrer notre webinaire. Donc, les intervenants de cette session sont Alain Moat, CTO. Bonjour. Et Tanu Yaneta, Ethical Hacker et Security Researcher. Bonjour. Donc, pour vous introduire la session d'aujourd'hui, on va explorer ce que recouvre réellement le terme mythos et comment il s'inscrit dans le contexte actuel des technologies avancées. Nous analyserons les possibilités offertes par ces modèles technologiques innovants et les changements qu'ils apportent en matière de sécurité. On va aussi aborder les nouvelles menaces qui émergent autour de ces phénomènes, ainsi que les bonnes pratiques et les protections essentielles à adopter pour faire face à ces évolutions rapides. L'objectif, c'est vraiment de vous fournir une vision claire et stratégique pour mieux anticiper et répondre aux défis liés à Mythos et aux technologies associées. Dans l'espace matériel, ce que vous verrez juste en haut à droite de votre écran, il y a un one-pager que vous pouvez sans autre télécharger avec les principales informations à retenir sur cette présentation. Si vous avez des questions, vous avez aussi un onglet à côté de l'icône matériel, ce qui s'appelle questions, et vous pouvez sans autre poser vos questions sur cet espace-là et on prendra quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre. Afin d'introduire le discours d'Alain, nous allons vous partager une question qui va être affichée sur votre écran pendant 15 secondes. On vous laisse maintenant y répondre. C'est une question intéressante pour introduire le sujet parce que je suppose que tout le monde est là pour qu'on y réponde. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, il y a un net biais vers le côté attaque. Vous laissez encore quelques secondes. Je laisse partager les résultats peut-être.
Oui, on va partager les résultats. Merci de vos réponses. Et je te cède maintenant la parole, Alain, et bon webinaire à toutes et tous. Merci. Donc, on voit dans les réponses que vous êtes majoritairement à penser que ça va favoriser l'attaque. Ce qui est intéressant pour moi, pour ma part, je pense que si je devais y répondre, ça dépendrait beaucoup de la période sur laquelle on parle. Parce que probablement que dans les mois à venir, ça risque de favoriser un petit peu l'attaque, mais à terme, ça devrait favoriser aussi la défense. Mais c'est un peu ce qu'on va discuter pendant toute cette présentation. Donc, ne connaissant pas forcément le background de chacun d'entre vous, j'aime bien commencer quand on parle d'intelligence artificielle par reprendre juste un peu de quoi on parle aujourd'hui, parce que même le terme intelligence artificielle a fortement évolué au fil du temps. L'idée, c'est à la base juste de parler de quelque chose qu'un ordinateur peut faire, qu'on pensait que possible pour un humain. Typiquement, les premières calculatrices étaient considérées comme l'intelligence artificielle à l'époque. De nos jours, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle a tendance à être restreint à ce qu'on appelle l'IA générative, l'idée de pouvoir générer du texte, du son, des images grâce à ce qu'on appelle des LLM, des Large Language Models. Et la manière dont ça fonctionne, quelque part, c'est qu'on va entraîner un modèle basé sur une source de données quelconque, un corpus, pour que ce modèle puisse ensuite ressortir la séquence de texte la plus probable basée sur l'input. Donc, quand on parle d'input ici, on parle de prompt. Donc, on va fournir un prompt au modèle et ça va ensuite générer une séquence de texte de manière non déterministe. Et ça, c'est important de le reconnaître, c'est que ça va choisir la suite un peu de manière aléatoire en fonction de la manière dont ça a été entraîné. Donc, en soi, le principe, sans vouloir négliger ou minimiser les efforts qui ont été faits dans le domaine, le principe est assez simple. Maintenant, ce que ça permet de faire est quand même extrêmement impressionnant, basé sur ce simple principe à la base. Donc, pourquoi est-ce que nous, on est là aujourd'hui? C'est pour parler notamment d'Anthropic et de Mythos. Je pense que tout le monde a entendu parler du sujet. Donc, Anthropic, c'est une des grosses entreprises qui travaillent dans le milieu de l'intelligence artificielle. Peut-être un des deux gros players américains, en tout cas, entre OpenAI et Anthropic. Donc, OpenAI, c'est ceux qui sont derrière ChatGPT, que tout le monde connaît. Anthropic derrière les modèles Claude. Et donc, il faut se souvenir que c'est bien une entreprise américaine qui ont leur propre agenda et objectifs là derrière. Et Mythos, c'est un de leurs derniers modèles. Le dernier n'est peut-être pas le bon terme, parce qu'ils ont encore sorti Opus 4.7 après l'annonce de Mythos, mais Mythos n'est pas encore un modèle public. Donc, c'est un de leurs modèles qu'ils ont entraîné de manière généraliste. Donc, ce n'est pas un modèle dédié à la cybersécurité, mais c'est la suite de leur modèle généraliste qu'on pourra éventuellement utiliser à terme. Maintenant, ce qui a fait le buzz il y a maintenant 6-7 semaines, c'est qu'ils ont sorti cette annonce indiquant que Mythos était en fait tellement puissant en termes de cybersécurité qu'ils ne pouvaient pas le sortir de manière publique. Donc, il faut quand même reconnaître là un énorme coup de pub, un énorme coup de marketing de la part d'Anthropic, parce qu'il faut reconnaître que depuis 6 semaines, je crois qu'on parle que de ça dans le domaine. Il y a rarement une journée, voire une heure qui passe sans que quelqu'un me parle de Mythos. Ce qui stipule principalement, c'est que le modèle est capable de reconnaître des vulnérabilités dans du code, mais pas que, mais qu'il est également capable de ensuite développer des exploits pour exploiter les vulnérabilités qui ont été découvertes. Et c'est là que ça se démarque pas mal des autres modèles qui existent déjà, où il y a non seulement cette phase de découverte, mais aussi la phase d'exploitation derrière. Maintenant, ça peut être étonnant de voir à quel point ça fonctionne bien, mais en fait, quand on y pense, ces LLM, ces modèles de langage, sont faits pour comprendre du langage, et le code qu'on lui fournit est en fait juste une forme de langage très structuré, donc quelque part plus facile à comprendre qu'un texte en anglais ou en français, ce qui explique peut-être aussi la raison pour laquelle ces modèles sont très puissants en fait et arrivent vraiment à les retrouver des faiblesses, des vulnérabilités dans le code qui est derrière. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même mentionner le fait que Orange Cyberdéfense n'a pas accès à Mythos directement. On n'est pas américain, on ne fait pas partie du projet Glasswing, donc on n'a pas pu évaluer nous-mêmes les performances de l'outil. Maintenant, dans les 6-7 dernières semaines, il y a eu quand même pas mal de publications autour de gens qui ont accès, que ce soit Palo Alto la semaine dernière, Cloudflare, je crois, hier ou avant-hier. Certains de nos partenaires qui nous parlent également de ce qu'ils ont pu faire avec. Donc, on a déjà une relativement bonne idée de ce que ça permet de faire.
Néanmoins, ça n'a pas du tout été testé à large échelle. Alors, je montrerai après quelques résultats de tests quand même. Mais il faut garder en tête que c'est encore très limité dans ce qui a été publié et dans ce qu'on comprend quelque part au final des capacités du modèle. Par contre, et là je pense que c'est un des points importants qu'il faut se souvenir de cette séance, c'est que Mythos en lui-même n'est pas un phénomène isolé. On arrive à faire des choses sensiblement similaires avec des modèles beaucoup plus petits déjà actuellement. Et Tano vous parlera un petit peu de ça tout à l'heure. Donc, il ne faut pas attendre Mythos ou la sortie de Mythos pour commencer à y réfléchir. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes tous là. Je trouve intéressant d'ailleurs que la majorité d'entre vous ont répondu que ces LLM allaient favoriser l'attaquant, sachant que pour l'instant, Mythos n'est que disponible pour les défenseurs, typiquement. Donc, je pense qu'il faut effectivement réagir un peu de manière intelligente à ces annonces, se rappeler que celle de Mythos, c'est un gros coup de pub. Néanmoins, on ne peut pas ignorer le fait que ça a quand même des capacités assez impressionnantes. Donc, il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas paniquer non plus. Et on verra tout au long de la séance aujourd'hui qu'au final, les bonnes pratiques qu'on a pu appliquer jusque maintenant en termes de sécurité restent tout à fait valables, si pas plus, dans l'ère des attaques facilitées par IA quelque part. Donc, est-ce que Mythos change vraiment la donne? À en croire toutes les publications récentes, il y a un peu de vrai quand même. Je voulais parler d'une qui m'a paru la plus intéressante dans celle qu'on a pu voir récemment. Alors, c'est peut-être aussi mon biais pour le test d'intrusion. Mais je parlais de l'étude qui a été faite par le AI Security Institute britannique. La raison pour laquelle cette étude-là est intéressante, c'est qu'eux ont du coup accès à Mythos, mais ils n'ont pas attendu Mythos quelque part pour tester les LLM et leur capacité à réaliser des attaques, notamment. Donc en fait, ils ont développé une série de tests, si on va parler ça comme ça, ou 2 environnements de tests dans lesquels ils évaluent les modèles LLM pour voir à quel point ces modèles sont capables d'aller compromettre des systèmes et chaîner des vulnérabilités. Donc ils font ça déjà depuis 3-4 ans maintenant. Et juste récemment, il y a un mois à peu près, ils ont sorti justement la comparaison avec Mythos. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'ils évaluent, ils ont 2 scénarios distincts qu'ils soumettent au modèle. Un qui s'appelle The Last Ones, qui est très orienté IT. Donc, ça représente ce que la majorité des entreprises ont chez eux avec un domaine Windows, enfin des éléments divers et variés qu'on retrouverait dans à peu près toutes les entreprises. Et du coup, il y a une séquence de 32 étapes, sauf erreur, où le LLM doit exploiter une vulnérabilité après l'autre pour pouvoir prendre contrôle complètement du système d'information. Le deuxième scénario, c'est celui qui s'appelle Cooling Tower, qui est plus orienté OT, technologie industrielle. Et je ne vais pas trop parler de celui-là, parce qu'au final, même Mythos, aucun des modèles, même Mythos, n'a été capable de prendre contrôle complet de ce système-là. Ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont moins bons dans les environnements industriels. Je crois qu'ils disaient qu'ils étaient bloqués en fait à des étapes précédentes, tout à fait IT. Donc, je ne sais pas exactement lesquelles, mais c'est intéressant de voir ça. Donc, si on prend juste l'exemple de Last Ones et qu'on regarde les résultats, Mythos est en fait le premier modèle qui a été capable de réaliser toutes les étapes. Donc, on voit qu'il est quand même meilleur que tous les autres actuellement. Maintenant, ce n'est pas forcément à tous les coups. Donc, comme je disais un peu au tout début, il y a une partie non déterministe dans tous ces modèles. Et dans certains cas, quand on lance avec exactement le même prompt, exactement le même environnement, ça va être capable de réaliser toutes les étapes. Et dans d'autres, au final, il va s'arrêter avant parce qu'il se perd et il n'arrive pas à continuer. En moyenne, il arrive quand même dans 70% à réaliser 70% des étapes, ce qui est dans tous les cas meilleur que les autres. Mais au final, ce n'est pas beaucoup meilleur que si on compare à Opus 4.6, qui est leur modèle précédent, qui arrivait déjà à résoudre 90% des étapes, avec un succès moyen légèrement en dessous, à 50%, mais qui sont quand même plus performants que la plupart des autres modèles, qui restent à un succès d'à peu près 40%. Donc, si vous voulez aller voir plus de détails, il y a les liens dans les slides que vous fournira probablement par la suite. Vous pouvez aussi aller rechercher les résultats directement sur le net. Donc, je trouve la comparaison quand même très intéressante. On voit que il y a clairement une évolution. Mythos est plus performant que les autres modèles, mais en fait, les autres arrivent déjà à faire beaucoup de choses. Alors, je pense qu'une des questions légitimes, c'est qu'on pourrait se dire, au final, si ces agents IA sont capables d'automatiquement prendre contrôle d'un environnement IT, voire peut-être OT par la suite,
est-ce que ça va remplacer complètement un test d'intrusion, voire un attaquant externe? Alors, je crois qu'il y a encore pas mal de contraintes ou de limitations qu'il faut quand même prendre en contexte quand on regarde ces résultats. C'est que les environnements sur lesquels ils ont été testés sont quand même très limités, dans le sens où il n'y a aucune protection appliquée dans les environnements. Il n'y a pas d'EDR, il n'y a pas d'XDR, il n'y a pas de... rien, il n'y a pas de barrière quelque part à l'exploitation de vulnérabilité. Il y a beaucoup de vulnérabilités sur relativement peu de systèmes également, ce qui réduit beaucoup le bruit et du coup les possibilités pour que le modèle s'égare dans un chemin qui n'est pas possible. Donc, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément représentatif de la plupart de vos systèmes. En tout cas, j'espère. Et qu'est-ce que je voulais encore dire là-dessus? Pardon. Donc oui, comme je disais, il y a quand même une évolution par rapport au modèle précédent, mais elle n'est pas non plus à des années-lumière de ce qu'on a pu voir. Pour la petite histoire, alors c'est pas du tout scientifique, mais j'essaie de reproduire des résultats un peu similaires dans un environnement de lab qu'on a chez nous. On a un environnement également qui reproduit un peu un environnement IT avec des différents systèmes. Et j'ai lancé plusieurs modèles dessus, que ce soit Opus 4.6, GPT et autres, ou même un modèle local beaucoup moins puissant, pour voir s'il était capable de trouver les vulnérabilités, de les exploiter. Et effectivement, les résultats sont très variables. Il y a cette partie non déterministe. Mais dans beaucoup de cas, c'est quand même tout à fait capable d'aller exploiter les vulnérabilités et d'aller prendre le contrôle complet du système. Maintenant, ce qui m'a fait un peu plus peur, c'est que dans un des cas, une fois qu'il avait accès en domaine admin, il a commencé à reconfigurer le domaine pour pouvoir aller exploiter d'autres vulnérabilités qui n'étaient pas encore présentes. Ça montre aussi un peu les risques liés à ce genre d'outils. Et dans d'autres cas, le modèle, un peu comme un humain, va souvent essayer de tricher et voir s'il n'y a pas moyen de trouver des résultats sans même essayer de les exploiter. C'est assez intéressant et éducatif de regarder comment ces modèles procèdent dans ces environnements-là. Mais sinon, l'autre annonce qui a fait pas mal de bruit juste après la découverte de Mythos, c'était la publication par Firefox de Mozilla d'un bulletin avec 181 vulnérabilités découvertes au travers de Mythos, qui est là pour le coup à des années-lumière de ce qui était possible auparavant avec Opus 4.6. Si on compare le nombre de vulnérabilités découvertes par le passé et celles non seulement découvertes mais exploitées avec Mythos, c'est quand même particulièrement impressionnant. Alors on a encore relativement peu de recul sur quelles sont exactement les vulnérabilités, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas trouvées par le passé. Donc c'est difficile de se prononcer exactement sur les performances des RAM, mais force est de constater que c'est quand même très impressionnant. Juste la semaine passée, donc il y a Palo Alto qui a sorti leur premier patch Wednesday, sauf erreur, comme ils ont appelé ça, où ils ont révélé 25 vulnérabilités qui ont été découvertes, ce qui est 5 fois plus que ce qu'ils révèlent généralement. Donc généralement, ils avaient 5 vulnérabilités par annonce, et là, ils en ont 25. Après, ils insistent sur le fait que c'est pas toujours aussi facile que ça. Ils n'ont pas que utilisé Mythos, ils ont utilisé une combinaison de LLM pour arriver à ces résultats-là. Et un des postulats, un des points intéressants ou marquants dans l'annonce de Mythos, c'était qu'au final, il suffit de dire au LLM, trouve des vulnérabilités dans ça, et ça va les trouver, les exploiter tout seul. En réalité, si on lit un peu ce que les autres ont pu publier chez Palo Alto, chez Cloudflare, il y a quand même une importance à mettre sur l'orchestration, si on veut, du LLM, le contrôle du LLM pour qu'il ne fasse pas tout et n'importe quoi, pour pouvoir trouver des résultats intéressants. D'ailleurs, dans la première annonce de Mythos, ils parlaient d'un bug dans OpenBSD, sauf erreur, qu'ils avaient réussi à trouver, qui était là depuis 27 ans, donc ça avait fait pas mal de bruit. Ils expliquaient quand même que ça leur avait coûté 20 000 $ sauf erreur de tokens pour y arriver, avec un nombre quand même relativement conséquent de tentatives différentes. Donc voilà, il faut quand même mettre un petit peu en perspective. Ça utilise quand même beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup de temps aussi. C'est juste que ce n'est pas forcément du temps humain qui est derrière. Donc maintenant, je vais peut-être passer la parole à Tano pour voir est-ce qu'on doit attendre l'arrivée de Mythos au final pour arriver à des résultats comme ça, ou est-ce qu'on peut déjà peut-être le faire actuellement? Yes, merci Alain. Alors du coup, ouais, la question que moi j'aimerais poser, c'est est-ce que Mythos finalement, est-ce que c'est une révolution en soi ou une évolution des outils qui existent déjà? Alors j'ai un début de réponse, c'est-à-dire qu'en fait, les capacités de recherche en vulnérabilité
que Mythos a, alors sont très puissantes, mais on a remarqué que aussi des modèles plus petits avaient les compétences, le raisonnement nécessaire pour identifier ces vulnérabilités. Donc, on ne va plus forcément parler de qualité de modèle, mais du système autour, ce qu'on appelle le harness, qui permet de faire de l'organisation, de la validation et du triage des résultats fournis par un LLM. Il faut savoir aussi que les classements changent radicalement d'une tâche à l'autre. Donc, par exemple, un modèle peut être meilleur pour la cybersécurité versus la cuisine, mais au sein même de la cybersécurité elle-même, un modèle sera peut-être meilleur pour identifier une vulnérabilité de type A et un autre modèle une vulnérabilité de type B. Donc, il n'y a pas de modèle fondamentalement meilleur pour l'instant en cybersécurité. Il y a aussi des difficultés qui sont restantes, donc des problèmes à l'utilisation de ces modèles, c'est qu'il y a énormément de faux positifs qu'il va falloir identifier et classer après. Et puis aussi, dû au biais de la technologie elle-même, au fait qu'il y ait de l'aléatoire dans la génération des réponses, il peut y avoir ce qu'on appelle des hallucinations, donc c'est des facts enfin des résultats qui sont fondamentalement faux. Et ça, aussi, on devra analyser les résultats pour identifier ce qui est juste et ce qui est faux. Et puis, parfois, il y a des contraintes inédites à l'environnement qu'on veut exploiter. Comme le disait Alain avant, quand il parlait de l'OT, des fois, l'intelligence artificielle n'aura pas les outils nécessaires pour se connecter à un environnement précis, même si dans le code, il aura identifié une vulnérabilité. Peut-être que le contexte fait que l'exploitation de cette vulnérabilité est un peu différente. Donc, je parlais des harness. Alain, si tu arrives à tourner la slide, s'il te plaît. Je parlais des harness. Donc, il y a deux composants que j'ai envie que vous ayez en tête qui permettent d'augmenter les capacités d'un LLM. Donc, c'est les skills et les MCP. Alors, un skill, c'est quoi? Faut voir ça comme un fichier texte qui permet d'étendre les capacités des agents IA avec des expertises dans un domaine. Par exemple, ce que j'ai donné ici, c'est qu'on va lui donner des instructions pour que notre agent soit capable d'intercepter des communications HTTP, d'exploiter une XSS, une header et même faire du reporting. Après, ça, c'est nous qui allons choisir quand on configure notre agent suivant les tâches qu'on veut qu'il fasse. Et le MCP, c'est quoi? En fait, il faut voir ça comme une API. C'est des indications qui permettent aux agents d'utiliser des outils externes. Donc, on ne va pas simplement lui donner une entrée. On va lui dire, OK, tu as le code et accès à l'application au travers, par exemple, de mon navigateur que tu peux piloter librement pour te faire une meilleure idée de la cible en question. Si on veut simplifier un peu, un skill, c'est la compétence, l'expertise pour lire l'heure, et le MCP, c'est l'accès à la montre. Il va pouvoir lire les aiguilles. Comment est-ce qu'on peut visualiser ça? Alors, j'ai fait un petit schéma. Donc, ce qu'on a souvent en tête, c'est un peu ce qu'on voit au-dessus de la ligne traitillée. C'est on a un prompt, on demande à un modèle monolithique une question, on a notre but, et lui, il nous donne un résultat. Par contre, du coup, comme il a accès à rien, d'une certaine façon, il y aura des suppositions qu'il devra faire. Il y aura l'absence de vérification, potentiellement des hallucinations. Donc, le résultat, on va devoir le traiter ensuite, décorréler le faux du vrai. Et ce qu'on voit aujourd'hui, pourquoi il ne faut pas attendre la sortie de Mythos pour s'inquiéter, c'est que en fait, ces outils-là existent déjà. Donc, on va parler d'un paradigme multi-agent où on peut utiliser des plus petits modèles pour avoir déjà une efficacité déconcertante. Alors, pour parcourir un petit peu le schéma, on a tout à gauche le prompt, donc c'est le but qu'on veut atteindre. On lui donne, comme je disais avant, les compétences, l'expertise que notre système aura besoin pour conduire les tâches qu'on lui demande, et puis aussi une mémoire. Une mémoire, ça permet que s'il a déjà fait
ce genre d'action, il va pouvoir piocher dans son expérience passée pour avoir des résultats plus rapides et puis du coup être moins consommant en ressources. Tout ça, on le donne à ce qu'on appelle un orchestrateur. Donc, il faut voir ça, en fait, l'orchestrateur, c'est un agent en lui-même, hein. C'est un LLM. Ensuite, on verra qu'il y a d'autres agents sur sa droite. C'est aussi d'autres intelligences artificielles qui travaillent comme une équipe, finalement. Donc, l'orchestrateur, lui, son but, c'est de traduire notre but et de faire un plan d'action. Par exemple, on lui demande de chercher une vulnérabilité dans un produit. Lui, il se dit, OK, c'est peut-être une question un peu généraliste. Donc, pour améliorer la qualité de mes résultats, je vais séparer cette question en un périmètre restreint. Donc, lui, il va dire, OK, en fait, ce que je veux faire d'abord, c'est identifier toutes les fonctions qui ont une entrée utilisateur ou sur lequel l'attaquant aura une possibilité d'action. Pour identifier ça, il se dira, OK, j'ai besoin d'un agent, j'ai besoin d'un agent qui ait la compétence d'identifier ces fonctions, par exemple en étant capable de lire le code. Donc, il lui donne la compétence de lecture de code et d'identification des fonctions. Il peut utiliser d'autres agents avec des compétences d'identification ou d'exploitation. Ça dépend un petit peu de la tâche qu'on veut faire. Chacun de ces agents, eux, ont accès à un ou plusieurs outils au travers d'un MCP. Donc, finalement, si on veut qu'un agent puisse lire du code ou identifier des vulnérabilités dans du code, on va, par exemple, vouloir utiliser des outils externes d'analyse de code statique. Et lui, il utilisera ces résultats, il utilisera ces outils finalement comme un attaquant standard, normal, j'ai envie de dire humain. Ces résultats sont parallélisés, mis en commun dans un autre agent qui, lui, il a un devoir de critique sur les résultats obtenus par les agents. Son objectif, ça sera de déterminer, OK, est-ce que le résultat que ces agents ont en commun est satisfaisant pour atteindre le but fixé par l'utilisateur ou pas? Si il n'a pas assez si les résultats ne sont pas assez qualitatifs pour lui, il va refaire une boucle au niveau de l'orchestrateur en lui disant, en fait, moi, j'ai besoin de plus d'informations pour générer un POC. Et on aura une espèce de boucle comme ça qui est très importante puisqu'elle va diminuer drastiquement les faux positifs et le bruit généré par ce genre d'outils pour avoir un résultat au final qui est plus qualitatif et puis potentiellement directement actionnable, par exemple avec la génération d'un POC. Ici, ce n'est pas forcément le meilleur modèle qui prime puisque un modèle versus un autre sera peut-être plus performant sur une tâche précise. Donc, voilà un petit peu ce contre quoi on se bat aujourd'hui et puis à quoi peuvent ressembler ces outils de l'intérieur. Là, la vérification croisée, c'est un peu ce que je disais par rapport à l'agent de critique. Donc, en fait, on aura un agent qui génère un produit, un autre qui le critique, un médiateur où son but, c'est de choisir le meilleur résultat possible. Et puis après, l'exploitation ou le test du résultat qu'on a. Et c'est le circuit que je disais avant. Et puis finalement, j'aime bien rappeler que ça ressemble à un fonctionnement d'équipe humaine où chacun met ses compétences au service du groupe. Comme je le disais, nous, on n'a pas attendu que Mythos sorte puisqu'on n'y a pas accès, mais on a déjà augmenté nos capacités de recherche de vulnérabilité avec des outils backupés par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas pour faire de la promotion, c'est plus pour donner un exemple concret sur ce qu'il est possible de faire. Donc, nous avons un outil où notre but, c'était d'identifier des vulnérabilités dans des applications mobiles avec ou sans le code à disposition. Donc, le fonctionnement, c'est un peu comme on voyait avant. On a des agents autonomes par classe de vulnérabilité et ça, c'est assez important de se dire qu'un agent va chercher une vulnérabilité très précise. Plus le périmètre est restreint, meilleur est le résultat. On a un coordinateur qui va orchestrer ces différents agents, leur donner les compétences nécessaires et puis le modèle aussi qu'il a peut-être lui jugé ou que nous avons configuré comme étant plus performant pour telle ou telle tâche.
On supporte plusieurs modèles et ça, c'est assez intéressant justement de se dire que ce n'est pas qu'une question de modèle, c'est qu'on peut dire par exemple à un agent 1, on lui donne une compétence spécifique et un modèle, et un deuxième agent, on lui donne la même compétence, donc ce fichier texte, cette même expertise, mais un autre modèle, et on va pouvoir comparer les résultats pour savoir lequel, pour nous, est plus pertinent. Ça permet aussi d'utiliser des modèles locaux. Donc, nous, forcément, on n'a pas des ressources illimitées. Donc, ces modèles locaux sont généralement plus petits, mais aussi nous garantissent une confidentialité dans notre recherche si on veut garder tout ça chez nous pour pouvoir identifier les vulnérabilités dans les produits qu'on teste. Pour vous donner une petite idée, donc l'interface utilisateur, c'est peut-être plus parlant parfois. Donc, on a ces compétences qui sont un fichier texte de directive sur comment identifier une vulnérabilité. Ça, c'est le panneau à gauche. Et à droite, on a la banque de compétences qu'on va activer ou non suivant notre objectif. L'orchestrateur, ensuite, il ressemble à une pipeline où on a nos différentes actions qui sont faites par nos différents agents. Et puis là, on est à l'étape où l'orchestrateur a défini un travail pour chaque agent et il va lancer les agents sur leurs tâches en parallèle. Et puis finalement, ça nous donne un résultat. Ici, à gauche, le code en question, le code de l'application, avec les lignes incriminées de la vulnérabilité en question. Et à droite, on a aussi demandé du reporting pour qu'on puisse transmettre ça soit aux équipes, aux clients, etc. Et aussi le POC, soit qu'il peut utiliser lui-même, avec, comme je le disais avant, l'aide des outils externes, soit pour nous, pour valider la vulnérabilité, ce qui nous permet ensuite d'évaluer le risque et puis l'impact de cette vulnérabilité. C'est là où parfois les LLM ont des difficultés, puisque souvent tout est important ou tout est grave. Et du coup, pour l'instant, on aime bien avoir une validation humaine pour l'évaluation du risque. Donc, j'ai envie de dire, voilà l'ennemi, mais comment on va pouvoir se protéger contre ça? Quelles sont les implications pour nous derrière? Alors moi, j'ai identifié 5 risques majeurs qui sont un peu induits l'un de l'autre, mais j'ai envie de mettre l'accent sur ça aujourd'hui. C'est que, pour commencer, il y aura un nombre plus important de vulnérabilités. Le volume de vulnérabilités découvertes sera plus important. La question, ce ne sera plus de découvrir des vulnérabilités, ce sera de savoir qu'est-ce qui est important. Et ça, c'est un peu le risque 2, donc la classification et triage. Imaginons qu'aujourd'hui, sur un produit, sur un produit qui est exposé en externe, on a 100 vulnérabilités qui sont découvertes. Peut-être qu'il y en a 10 qui sont importantes dans notre environnement et 2 qui sont critiques sur les 100 qu'il va falloir corriger le plus rapidement possible. Donc ça, c'est du vulnerability management. C'est difficile en ce moment. C'est déjà une tâche ardue, mais au niveau du volume, ça va augmenter et cette tâche sera un peu plus compliquée par la suite. Le risque 3, c'est qu'en fait, le niveau technique pour avoir un impact important va diminuer. On a déjà entendu parler des script kiddies, donc c'est des personnes avec des compétences techniques limitées, mais qui peuvent déjà, avec les ressources en ligne, avoir des impacts sur notre système d'information. Et eux, ils ont des compétences plus étendues grâce à l'intelligence artificielle, donc potentiellement un impact plus important. Et fondamentalement aussi, ça donnera le fait qu'il y ait plus d'attaquants, vu que le niveau technique est plus bas, il y aura plus de personnes. Et ça a un incidence sur ce que moi j'appelle le time to patch. Donc le time to patch, c'est le temps où une vulnérabilité est présente sur notre système, mais pas encore corrigée. Donc elle est publique, mais pas corrigée chez nous. Donc comme il y a plus d'attaquants, il y a plus de chances ou de malchance qu'un attaquant identifie cette vulnérabilité sur notre périmètre et tente de l'exploiter. Tout ça, c'est encore plus vrai pour moi dans l'open source et du coup dans les supply chain attaques. Pourquoi? Parce que ils seront face aux mêmes soucis que nous.
dans le sens où on va leur reporter dans des outils open source plus de vulnérabilités. Et puis, il faut être conscient que parfois, derrière ces composants, il y a un, deux ou trois mainteneurs qui font ça sur leur temps libre. Donc, ils vont devoir corréler le vrai du faux, les faux positifs, décider d'une priorité sur les fixes à mettre en place et puis aussi pas introduire de nouveaux bugs, de nouvelles vulnérabilités dans les correctifs qu'ils vont vouloir implémenter. Donc, on va pouvoir se retrouver avec des produits qui utilisent des composants open source où l'on sait qu'ils contient, par exemple, une vulnérabilité qui permet d'obtenir du code à distance. Donc, ça, c'est les risques que moi j'identifie et qui vont arriver qui arrivent déjà avec l'utilisation de ces outils-là. Pour donner un exemple, pour illustrer je dirais le risque 1 et 2 que je trouve intéressant, je voulais vous donner l'exemple de Pwn to Own. Pwn to Own, c'est une compétition, je vais dire, de hackers pour les hackers, en fait, où tout le monde peut participer, mais le but, c'est d'identifier des chaînes de compromission, donc plusieurs vulnérabilités, qui permettent de compromettre des produits à jour. Donc là, j'ai donné l'exemple de quelques cibles. On a des navigateurs, par exemple, ou des hyperviseurs, des produits Microsoft, mais aussi des outils d'intelligence artificielle. Et suivant la cible, on obtient un bounty, une récompense plus ou moins importante. Et la dernière compétition qui avait lieu le mois passé, il y a moins d'un mois, ils se sont retrouvés face à un problème qu'ils n'avaient jamais eu, c'était qu'il y avait plus de soumissions correctes, donc de candidats qui ont identifié des vulnérabilités valides dans ces produits que les organisateurs avaient comme place, comme participants. Parce qu'en fait, on soumet notre vulnérabilité. Si elle est validée, ensuite, on est invité à faire une démonstration en live pour valider le fait que notre chaîne d'exploitation fonctionne. Et ben là, ils n'avaient pas assez de place pour toutes les soumissions valides, ce qui a donné le fait que des chercheurs se sont retrouvés avec une chaîne d'exploitation, mais l'impossibilité de participer à cette compétition. On a un exemple plus local, on en a pu faire l'expérience nous-mêmes et je laisse Alain vous en dire plus. Ouais, j'aime bien mentionner un peu l'exemple qu'on a eu, nous, à Insomniac. Donc, Insomniac, je parlais principalement du CTF, donc la compétition de piratage qu'on organise. J'ai ici le scoreboard de l'année passée, donc 2025. Les LLM existaient déjà. Je sais que certaines des équipes utilisaient ça pour essayer de résoudre des épreuves, mais en gros, il y a sur la ligne du haut, vous avez les différentes épreuves qui étaient fournies, et à gauche, vous avez les équipes qui ont résolu les épreuves. S'il y a un drapeau rouge ou blanc dans une colonne, c'est qu'ils ont réussi l'épreuve. S'il y a un drapeau gris, c'est qu'ils n'ont pas réussi à la résoudre. Et on voit que même la première équipe ici, il reste 6 ou 7 ou 8 épreuves qu'ils n'ont pas réussi à résoudre pendant le laps de temps de la compétition. Et si on compare le scoreboard avec celui de cette année, on voit qu'à part une des épreuves, je crois qu'on a les 10 premières équipes qui ont résolu toutes les épreuves. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée amélioration au niveau de la performance de ces LLM pour aller trouver des vulnérabilités. Maintenant, le contexte du CTF est assez spécifique parce qu'au final, généralement, on donne accès au code source ou au code compilé de quelque chose qui doit être exploité. Donc, le LLM va avoir accès à tout ça. Et en plus, il a la possibilité d'aller vérifier si c'est réellement exploitable sur l'environnement que nous, on met à disposition pour être exploité. Donc, il y a les deux choses qui se combinent extrêmement bien pour que ce soit efficace. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut pour avoir un LLM efficace, c'est qu'on va pouvoir faire des hypothèses et les tester ensuite en live sur un système pour vérifier que ça fonctionne bien ou pas. Donc, effectivement, les gens qui participent, par exemple, à Pwn to Own ou à Insomniac n'ont pas accès à Mythos. Donc, je pense que ça insiste sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir accès à un modèle ultra performant pour pouvoir trouver des vulnérabilités. Donc, il faut déjà se protéger maintenant. Maintenant, la bonne nouvelle, quelque part, c'est que, en tout cas pour le moment, ces modèles ne viennent pas fondamentalement changer la manière dont les attaquants procèdent. C'est juste qu'ils vont procéder plus rapidement, trouver plus de vulnérabilités et les exploiter plus vite.
mais la protection là derrière reste fondamentalement la même. Pardon. Donc, tous les principes de base de la cybersécurité deviennent d'autant plus importants qu'ils ne l'étaient auparavant. Les principes de segmentation réseau, de zéro trust, la gestion de vulnérabilité, bien sûr, mais qu'il faudra quand même adapter un petit peu pour prendre en compte le risque dans votre environnement. La défense en profondeur, la gestion des identités, les mots de privilèges, la configuration de votre Active Directory et autres, qui vont non pas empêcher qu'un agent IA puisse vous attaquer, mais un peu comme si un humain vous attaquait, ça va fortement le ralentir et vous donner une chance de réagir derrière et de bloquer l'attaque quelque part. Donc, il faut vraiment comprendre que ces agents vont actuellement, en tout cas, reproduire essentiellement le même comportement qu'un attaquant humain, mais de manière un peu plus rapide. Donc, les réponses sont les mêmes. Si aujourd'hui, il suffit d'une vulnérabilité dans votre parc pour qu'un attaquant compromette le tout, vous avez déjà un problème. Il n'y a pas besoin d'attendre que Mythos trouve la vulnérabilité pour que ce soit un problème chez vous. Je dirais qu'il y a peut-être une chose en plus qu'il faut prendre en considération actuellement, c'est la gestion de sa surface d'attaque. Jusqu'à maintenant, on a tendance à beaucoup penser à ce qu'on a nous en interne, on-premise, dans son environnement, nos serveurs, nos choses comme ça. Mais de nos jours, en fait, toutes les entreprises sont connectées un peu à plein de choses différentes, que ce soit dans le SaaS, le IaaS, alors des fournisseurs externes, des subsidiaires, des partenaires, qui peuvent tous potentiellement se connecter à notre environnement. Et c'est d'autant plus de points d'entrée qui pourraient potentiellement être ciblés par des attaquants déjà humains, mais aussi assistés par de l'IA. Donc, ça va devenir extrêmement important de connaître un peu ces actifs exposés, faire ce qu'on appelle un inventaire des actifs, savoir qu'est-ce qui est exposé, quelles sont les versions exposées, pour que vous soyez au courant lorsqu'il y a une mise à jour qui est disponible pour ces composants-là, et que vous soyez capable de les appliquer rapidement. C'est un peu là qu'on vient à ce qu'on appelle la gestion de vulnérabilité par le risque. Et juste pour illustrer un petit peu ce dont on parle, c'est qu'actuellement, la plupart des entreprises se basent sur un score CVSS ou un score EPSS pour déterminer si une vulnérabilité doit être corrigée ou non. Sauf que probablement dans le futur, il y aura tellement de vulnérabilités avec un score CVSS élevé qu'on ne pourra pas forcément toutes les traiter. D'où l'importance de travailler un peu de la manière qu'on a ici. Donc, commencer par identifier vraiment tous ces systèmes, toute la surface d'attaque, soit interne ou externe. Et ensuite, surtout, prendre en compte le contexte des systèmes dans votre environnement. Est-ce que c'est quelque chose de critique? Est-ce que c'est quelque chose qui contient des données sensibles? Pour avoir une priorité là-dessus. Donc, l'importance va vraiment être apportée sur la priorisation de la remédiation, quelque part. Ensuite, on peut venir enrichir ces notions avec de l'intelligence de menace, la threat intel, de qu'est-ce que les attaquants sont réellement en train d'exploiter en ce moment. Est-ce que c'est réellement exploitable? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça peut être fait depuis Internet? Et ainsi de suite, pour pouvoir venir surenchérir sur la partie de contexte. Donc, c'est critique. En plus, c'est exploité maintenant. Il faut absolument remédier tout de suite. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée, c'est de donner une priorisation sur la remédiation. Et ensuite, bien sûr, évaluer ça dans le temps pour s'assurer que notre processus fonctionne bien. Donc, quelque part, identifier vraiment les assets critiques et s'assurer que pour cela, vous ayez la capacité à savoir dès qu'il y a une vulnérabilité qui existe pour pouvoir soit la patcher immédiatement, ou alors éventuellement, simplement, si vous n'avez pas la capacité de patcher, couper l'accès au système jusqu'à ce que ça puisse être patché. Mais au final, c'est déjà vrai pour ce qui existe maintenant. Enfin, s'il y a une CVE critique qui affecte un de vos composants exposés, j'espère que vous avez déjà un plan de mise à jour ou un plan de crise ou de mise à jour derrière pour gérer cela. Donc, ça nous amène gentiment à la fin de ce qu'on avait à présenter. Peut-être juste les quelques points clés, je pense qu'ils sont importants à se souvenir, c'est que, alors, même avant ce que j'ai ici sur les slides, Mythos n'est pas un phénomène isolé et on est déjà actuellement capable de reproduire des choses, alors, pas identiques, je ne vais pas minimiser ce que Mythos est capable de faire, mais on arrive à des résultats déjà similaires avec des modèles beaucoup moins puissants, même entièrement localement, pour trouver les vulnérabilités et les exploiter derrière. Maintenant, le step-up quelque part de Mythos, c'est beaucoup sur la partie exploitation de vulnérabilité, ce qui au final, pour quelqu'un qui travaille plutôt du côté défensif, on n'a pas forcément besoin de savoir comment exploiter la vulnérabilité pour pouvoir déjà travailler dessus et la corriger. C'est aussi quelque chose d'important à garder en tête. Mais sinon, donc, les points importants qui me viennent à l'esprit, donc, comme je le disais juste là maintenant, une importance à mettre sur la gestion de vos assets.
surtout ceux qui sont exposés sur Internet, parce que forcément, ça va être les premiers à être ciblés. Donc, de nos jours, il y a pas mal d'outils d'Attack Surface Management, d'ASM, de ASM qui existent pour pallier un petit peu à ce problème-là. Je ne voulais pas être trop commercial, donc je ne vais pas forcément mentionner tous ceux qui existent. Mais donc, il y a ce point-là qui est extrêmement important. La gestion de vulnérabilité basée sur le risque. Donc, augmenter ce que vous faites déjà actuellement en gestion de vulnérabilité pour prendre en compte le contexte des systèmes dans votre système d'information, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui ne l'est pas, et avoir de la veille en vulnérabilité, qu'est-ce qui est actuellement exploité par les groupes criminels et qu'est-ce qui ne l'est pas, au final, pour pouvoir prioriser les actions de remédiation. De nos jours, il y a pas mal d'outils aussi de CTEM, de Continuous Threat Exposure Management, qui viennent aussi justement aider à prioriser la remédiation, à découvrir quels sont les chemins d'attaque dans une entreprise et quels sont les systèmes les plus vulnérables et les plus à même, ceux sur lesquels on devrait vraiment prioriser les actions. Après, bien sûr, tout ce qu'on faisait déjà par le passé, tester ses défenses avec du test d'intrusion pour ne pas être trop biaisé. Moi, j'ai toujours fait ça, donc c'est toujours tout autant valable que par le passé. Essayer autant que possible de l'industrialiser, de le faire de manière continue, parce qu'au final, un test d'intrusion intenté aura une valeur intentée, mais au final, quelques mois après, le système a changé, les vulnérabilités évoluent, ça a moins de valeur. Donc, industrialiser un peu ces processus-là. Si vous avez des applications que vous développez, on ne va pas attendre qu'il y ait un Mythos qui sorte, mais déjà regarder sur comment vous pouvez revoir le code assisté par IA. Donc, il y a moyen de le faire déjà actuellement avec des petits modèles, de manière tout à fait souveraine, soit chez vous, soit chez les clouds en Suisse. Les exercices Purple Team, c'est quelque chose que je promouvois depuis fort longtemps pour, quelque part, que ce soit bloquer un humain ou une IA, va être sensiblement similaire, s'assurer qu'on ait à chaque étape des contrôles qui existent pour pouvoir limiter la casse. Et ensuite, tout ce qui est détection de comportements anormaux, comme je disais tout à l'heure, les IA reproduisent fortement ce que les humains font, parce qu'au final, ils ont été entraînés sur des bases de connaissances humaines. Donc, tous les outils de détection, que ce soit votre SIEM, votre XDR, votre SOC, s'ils étaient capables de détecter un humain dans votre réseau qui faisait des choses malveillantes, vont être tout à fait capables de détecter des agents IA qui font exactement la même chose. Sauf qu'il risque d'y en avoir un peu plus. Enfin, quelque part, si on a fait tout le reste, il ne devrait pas y en avoir beaucoup plus que ça. Voilà, ce sont des solutions qui existent. Il n'y a pas besoin forcément de réinventer la roue, c'est juste d'être plus vigilant, d'être capable de réagir plus rapidement si vulnérabilité importante il y a. Donc, ça finit ce qu'on avait à présenter et je propose qu'on passe du coup à vos questions, s'il y en a. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Oui, on peut commencer par une première question. Alors, est-ce que Mythos & Co est performant quand il a accès au code source uniquement ou aussi on approche complètement black box? Quels sont les risques pour des applis propriétaires d'avoir plein de vulnérabilités découvertes? Alors, quelque part, ils vont être généralement plus performants quand ils ont accès au code source. Et typiquement, la plupart des utilisations actuelles vont être sur alors soit le code source, soit le code compilé, un binaire de ce qu'on est en train de tester, le firmware d'un appareil, par exemple. C'est là qu'on va avoir les meilleurs résultats, surtout lorsqu'on peut ensuite aussi tester en live sur un environnement. Mais ça fonctionne aussi au final lorsqu'on est en approche black box. Si on regarde les résultats de ce que je parlais de l'ISI, où il y a essentiellement un environnement IT black box qui est attaqué, ça fonctionne aussi. Donc les deux sont possibles. Je dirais que c'est juste plus performant quand ça a effectivement accès au code source. Et je crois qu'il y avait une deuxième partie à la question que j'ai oubliée. Oui, quels sont les risques pour des applis propriétaires d'avoir plein de vulnérabilités découvertes? Les mêmes qu'actuellement en soi. Pour l'application propriétaire, il faudra la corriger quelque part. Les modèles LLM qui vont trouver ces vulnérabilités-là vont simplement mettre le doigt sur des problèmes qui existent déjà. C'est juste que jusqu'à maintenant, on a peut-être moins besoin de s'en soucier. Maintenant, on ne pourra plus laisser ça de côté. Il va falloir travailler sur sécuriser son application, son code pour éviter ça. Ok. Une deuxième question. Cela ne risque pas de remettre en question l'adoption de l'open source en entreprise dû à ce time to patch? Peut-être que je peux répondre à celle-là. Du coup, moi je dirais oui et non, dans le sens où le problème est déjà actuel. C'est-à-dire que quand on utilise un composant open source, ben, on doit aussi valider le fait qu'il corresponde
aux critères de sécurité qu'on aurait et puis de ne pas utiliser des outils qu'on n'aurait pas évalués. Donc, l'utilisation de composants, c'est un peu la même chose actuellement. Ok, une autre question. Les attaquants utilisent l'IA pour automatiser les différentes phases des attaques. Côté défense, on peut automatiser la détection, le triage, etc. Mais connaissez-vous des sociétés qui ont automatisé la mitigation, patching, configuration, etc. Si oui, elles prennent le risque de fausse manipulation de l'IA. Exemple Pocket OS. Alors, j'ai pas connaissance de ce que toutes les entreprises font à ce niveau-là. Je sais que beaucoup travaillent justement sur automatiser notamment le patching pour qu'on puisse répondre dans les temps par rapport à une attaque rapide également. Maintenant, je pense que c'est encore trop tôt pour pouvoir dire à quel point ça fonctionne. Alors, effectivement, moi, j'aurais peur de donner accès à une IA de manière quelque part complète à une partie de mon SI à cause de la partie non déterministe et qu'on ne sait pas exactement ce que ça va faire à chaque fois. Donc, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un moyen de moins limiter ce risque-là, je suis encore un petit peu réticent, même si ça va forcément venir dans le futur. Ensuite, une autre question. Est-ce que dans vos pentests, vous proposez des tests avec des LLM? Quelles sont les mesures à prendre pour configurer cela correctement dans un environnement de test ou de qual? Je ne sais pas si tu veux répondre, Tano. Oui. Alors oui, on travaille avec des LLM suivant les capabilities de l'application. Donc, c'est-à-dire que nous, on travaille avec ces modèles locaux pour garantir une confidentialité dans notre recherche, mais c'est quelque chose qu'on fait. C'est pas spécifié, je crois, actuellement. Donc, on travaille en commun, en fait. Ça sera toujours un pen tester qui fait sa recherche de vulnérabilité, assisté avec les LLM, mais du coup, le résultat est validé, analysé par un humain. Donc, ce n'est pas automatisé chez nous à l'heure actuelle, puisque peut-être qu'on est biaisé là encore une fois, mais nous, c'est vraiment pour cette approche au niveau du risque qui est importante pour nous. Et pour l'instant, c'est vrai que la compréhension de l'environnement de notre client est meilleure faite par un humain. Donc, c'est une approche hybride qu'on a actuellement. Et, quelles sont les mesures à prendre pour configurer cela correctement dans un environnement de test ou de qual? C'est un peu ce que disait Alain avant, c'est-à-dire que si on lance un agent en lui disant « trouve-moi des vulnérabilités », peut-être qu'il en identifiera. Et puis, l'exemple qu'il a donné, Alain, c'est que l'IA va vouloir modifier le système pour introduire des vulnérabilités. Et puis, effectivement, là, il va en découvrir. Donc, le but que vous lui demandez, il l'aura atteint d'une manière pas suspectée, mais il l'aura fait. Donc, c'est les mesures à prendre ou qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est de donner vraiment les capabilities à cet attaquant, à cet agent de faire exactement ce que vous voulez. Donc, il y a toute une mise en place. Il n'y a pas de réponse facile, je pense, par rapport à ça. C'est un peu de l'essai et puis de voir ce qui correspond à vos besoins et à ce que vous voulez identifier surtout. Et on a une question encore. Vous avez mentionné. Répondre à une deuxième question sur l'outil que j'avais présenté, qui disait que c'était seulement pour les applications mobiles. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, oui, c'était vrai la semaine passée, mais cet outil évolue, donc on adopte gentiment les fonctionnalités des applications web. Donc, c'est un outil qui évolue. Donc, la réponse est oui actuellement, mais non demain. Encore d'autres questions, on peut encore en répondre à quelques-unes. Bonjour, est-ce qu'un EDR peut détecter et bloquer les processus de découvert et exploitation des vulnérabilités par des IA? Alors complètement, en fait, ça revient un peu sur ce que je disais à la fin, là, c'est que
toutes les étapes, quelque part, qui sont réalisées par l'IA sont essentiellement les mêmes que celles que réaliserait un humain ou une équipe d'humains. Donc, le fait qu'un EDR réussit déjà actuellement à détecter les humains, ça pourra également détecter les attaques réalisées par IA. Oui, c'est juste qu'il risque d'y en avoir plus, potentiellement. Ok. Une autre question. Quel conseil pour expliquer ces nouveaux risques à un senior management? Ce serait de suivre des séances comme celle d'aujourd'hui ou d'avoir des gens qui viennent expliquer directement, peut-être plus en détail, plus dans votre contexte, la problématique et les risques qui sont derrière. Comme le disait un petit peu Tano, le risque principal, c'est l'accélération des attaques. Et donc, si vous preniez déjà en compte la sécurité par le passé, c'est juste faire encore plus attention quelque part. Mais il n'y a pas besoin de réinventer la roue en soi, quoi. Mais après, c'est beaucoup de l'explication, de la vulgarisation et puis de la sensibilisation. Une autre question. Vous avez parlé des coûts d'utilisation de l'IA pour conduire des attaques. Vous pouvez développer ce sujet? Oui, j'en ai parlé très rapidement, mais c'est vrai que le seul exemple parlant que j'ai, c'est celui sur OpenBSD, là où Anthropic mentionnait quand même le fait que ça leur avait coûté 20 000 $ en token. Alors, vu que leur token, c'est pas directement, ça leur coûte pas directement, mais en soi, ça coûte quand même du temps. Si on lance avec un LLM local, on voit assez rapidement que ça peut prendre des heures, voire des jours avant d'arriver à un résultat. Maintenant, à ma connaissance, la plupart des fournisseurs cloud comme Anthropic, OpenAI, si on consomme à temps plein leur API, en fait, eux tournent à perte. Donc, même si on ne paye pas si cher que ça actuellement, il y a des chances que dans le futur, on doit y payer plus. Donc, ce sera peut-être plus que 20 000 $ pour trouver une vulnérabilité, mais ça, c'est tout des suppositions. Et après, il y a encore tout le coût environnemental qui n'est pas forcément ou pas du tout pris en compte actuellement, qui va influencer aussi un petit peu tout ça dans le futur. Okay. Peut-être encore une ou deux questions. Après les autres, on pourra peut-être répondre par la suite par email. Tout à fait. On peut faire encore 2 questions. Comme les audits IA tendent à gagner en maturité et comme vous l'avez bien expliqué, des scripts qui disent peuvent en tirer profit, dans le cadre de l'environnement pro, est-ce qu'on n'assiste pas à la disparition du rôle d'entreprise d'auditing à terme? Question philosophique. Non, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas envie de laisser le rôle d'editing aux scripts qui disent. C'est peut-être pas leur rôle. Mais par contre, adopter un peu ces outils pour aider la capacité d'auditer et de tester en interne, ça va être effectivement important. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir accès à Mythos ou autre pour pouvoir reproduire des choses similaires en interne et puis utiliser ces outils-là en notre propre faveur. Une dernière question. Entre le moment où l'IA va favoriser l'attaque puis le moment où elle va favoriser la défense, combien de temps va-t-il s'écouler? Alors, je pense que c'est très difficile à répondre. En soi, la raison pour laquelle je pense que ça va favoriser l'attaque dans un premier temps, c'est que, en fait, on a négligé la présence de vulnérabilités dans les applications pendant trop longtemps, je dirais. Et du coup, il y en a beaucoup actuellement. Maintenant, comme ces outils sont capables d'aller détecter les vulnérabilités et les faire corriger, logiquement, à terme, on devrait tendre vers simplement un écosystème beaucoup plus sécurisé qu'actuellement. Du moins, je l'espère. Maintenant, combien de temps ça va prendre, c'est impossible à dire. Je pense que ça va se compter en années, peut-être 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment plus utiliser ma boule de cristal qu'autre chose. Donc, et puis, comme tu le disais avant, au final, identifier des vulnérabilités avec le projet Glasswing, c'est utile pour les grandes entreprises à des termes de défense. Donc, finalement, utiliser l'attaque, oui, mais si nous, on utilise ces outils, c'est aussi pour identifier ces vulnérabilités chez nous. Donc, ouais, voilà, c'est aussi j'ai pas envie de dire que la meilleure défense, c'est l'attaque, mais d'une certaine manière, si on connaît bien son périmètre exploité et les vulnérabilités, on les identifie nous-mêmes avant un attaquant, c'est une bonne défense aussi. C'est un des éléments de défense.
Bien. Ça marche. Ben, je pense qu'on peut clôturer le webinaire ici. Un grand merci à toutes et tous pour votre participation. On espère que cette session vous a offert des clés pour mieux appréhender les enjeux actuels. Et afin de conclure, on vous invite volontiers à prendre quelques minutes pour répondre à notre sondage qui s'affichera juste à la fin de la session. Excellente journée et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir.